Salut les golfiteurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des compétitions. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en mars 2022, ce qui veut dire que le début des hostilités va commencer et que les compétitions vont bientôt se lancer. Compétition de classement, grand prix, compétition d'entreprise par équipe, les programmes, voilà, il y a la totale qui va arriver en début de saison. Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer à réattaquer ou à attaquer les compétitions de golf. Du coup, je me suis dit que c'était voilà le bon moment pour vous sortir une vidéo pour vous parler des compétitions sur YouTube parce que du coup, j'ai besoin de vues et d'argent. Donc à travers cette vidéo, j'ai envie de vous guider et de vous balancer quelques tips qui vous permettront peut-être ou peut-être pas, parce que je peux raconter de la merde, des tips pour vous aider à mieux appréhender vos parcours en compétition. Allez, c'est parti. Alors, premier petit tips que j'ai envie de vous dire, ce qui peut paraître complètement, je pense, évident, mais ce serait tout simplement de faire des compétitions sur un golf que vous connaissez. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais effectivement, faire une compétition pour descendre son niveau de jeu sur un parcours qu'on connaît, ça vous met déjà quand même beaucoup plus en confiance. Donc surtout, ne prenez pas exemple sur moi, qui est du genre à aller en compétition, enfin à l'époque, quand je faisais de la compétition, à y aller en mode YOLO, en me disant, je vais y jouer au golf et on verra comment ça se passe. Généralement, ça marche pas trop, quoi. Le fait d'aller faire une compétition de classement ou autre sur un parcours qu'on connaît, forcément, le corps sera habitué à comment s'est passé les précédentes parties et donc, ça va vous mettre en confiance ou pas, parce qu'il y a des trous que vous n'allez pas aimer et on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo. Mais forcément, connaître un parcours, le tracé, en tout cas, vous permettra déjà, dans un premier temps, de savoir sur quel trou vous allez pouvoir grappiller des points et sur quel autre trou vous allez devoir un peu serrer le jeu. Et le deuxième point que j'ai envie d'aborder, qui rejoint d'ailleurs le premier point, c'est que effectivement, il vaut mieux connaître son parcours pour pouvoir repérer les trous difficiles. Et oui, car pour la plupart des personnes qui me regardent, vous allez probablement jouer vos compétitions en Stableford, c'est-à-dire que vous allez avoir des coups rendus. Il est donc très important, comme je l'ai dit sur le premier point, de connaître son parcours, car cela va vous permettre de savoir sur quel trou vous allez avoir des coups rendus. Pourquoi il est important de savoir sur quel trou il y a des coups rendus? Parce que c'est les trous les plus difficiles du parcours. Et si c'est les trous les plus difficiles du parcours, vous savez que la plupart du temps, si vous connaissez bien votre parcours, c'est des trous que vous aimez pas, quoi. Voilà, on sait tous ce que c'est, il y a des trous qui nous reviennent pas. On les aime pas. Et c'est pas grave, il faut juste faire avec et savoir sur quel trou il va falloir serrer le jeu. Sur les trous où vous n'êtes pas en confiance, c'est pas forcément d'ailleurs les trous les plus difficiles du parcours, c'est juste parfois des trous qui ne vous reviennent pas mais qui ne sont pas notés comme difficiles sur le parcours. Mais je prends l'exemple des trous difficiles pour que vous compreniez l'exemple global. Mais en gros, sur les trous difficiles, repérez-les et sachez sur quel trou vous allez devoir serrer le jeu et sur quel trou vous allez pouvoir vous lâcher. Admettons que sur un trou difficile, vous ayez 3 coups rendus. Prenez-les, voilà, n'essayez pas de jouer le par, n'essayez pas de jouer le bogey dessus. Si vous avez 3 coups rendus sur un trou qui vous revient pas, acceptez de jouer vos 3 coups rendus. C'est pas grave, vous vous rattrapez sur d'autres trous. Ce qui est difficile sur une compétition, c'est de pas craquer. C'est pour ça que c'est important que vous repériez les trous sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise pour pouvoir serrer le jeu au moment où il faut justement le serrer. Troisième point du coup qui rejoint également les deux précédents, vous allez voir que relativement tous les points que je vais vous énumérer seront à peu près liés. Mais quand vous allez en compétition, moi je vous invite à y aller avec un plan de jeu défini. Alors je vous demande pas non plus un truc ultra détaillé en vous disant voilà, sur ce coup je vais taper faire 7, sur ce trou je vais taper un driver, parce que quand on essaye de faire ça je l'ai déjà fait, ça marche pas foncièrement parce que vous vous dites voilà, sur le trou numéro 1 par exemple je vais sortir drive et ensuite faire 7, mais bon, si vous mettez un drive hors limite et un autre drive dans la forêt, il va falloir forcément faire un coup de recentrage. Donc établir un plan de jeu en fonction des fers que vous allez jouer, alors ça se fait, mais à partir d'un certain niveau. Si vous en êtes là, généralement, vous n'allez pas regarder cette vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'établir un plan de jeu global. Quand je parle de plan de jeu global, ça rejoint le deuxième point, c'est-à-dire que vous allez devoir établir sur quel trou vous avez le droit de vous louper et sur quel trou vous avez le droit de vous lâcher. Admettons que le trou numéro 3 de votre parcours ne vous revient pas. Eh ben, on sait que sur le troisième trou, on va serrer le jeu. C'est-à-dire que si vous avez 3 coups rendus, vous allez accepter de jouer ces 3 coups rendus. Donc, au lieu d'essayer de le choper en 2, admettons que ça soit un par 4 et de pouvoir le choper en 2 absolument, vous allez vous autoriser à taper un fer 7 au départ pour pouvoir assurer parce que c'est un trou que vous aimez pas. Et admettons que le trou d'après, c'est un par 5 que vous aimez bien, vous allez peut-être pouvoir vous autoriser à essayer de choper le green en régulation. Et si vous avez 2 ou 3 coups rendus sur ce trou-là, également, vous allez pouvoir grappiller quelques points sur ce trou parce que vous l'aimez bien, donc physiquement et mentalement, vous serez
beaucoup plus apte à jouer ce trou-là plus que le trou numéro 3. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est essayer de vous établir en fait sur les trous sur lesquels vous avez le droit de vous rater et les trous, oula, j'ai cogné le micro, et les trous sur lesquels vous avez le droit de vous lâcher. Ça, c'est super important. Évitez tout, comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est plan de jeu ultra détaillé avec trou numéro 1, faire 6 au départ, faire 5 et ensuite gap wedge. Généralement, ça marche jamais parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une gratte ou d'une top. On n'est pas sur le PGA, donc ça sert à rien d'essayer de prévoir shot par shot ce qu'on va jouer sur le parcours parce que généralement, on sait très bien ce qui se passe. Le parcours, bah, ça se passe jamais comme on l'a imaginé au départ. Donc voilà, plan de jeu global, dans la globalité, trous sur lesquels j'ai le droit de me rater, trous sur lesquels je dois serrer le jeu, et ça sera déjà pas mal, oula, j'arrête pas de le cogner, ça sera déjà pas mal de partir sur un plan de jeu global pour vous aider à y voir un peu plus clair quand vous allez être en compétition. Quatrième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est qui rejoint encore une fois hein, les points précédents, mais c'est jouer en Stableford, jouer vos coups rendus. Je sais que c'est difficile de essayer de compter en Stableford par rapport à son niveau de jeu, mais c'est important parce que le Stableford, c'est quand même une formule fantastique qui va vous permettre en fait de relativiser par rapport à vos coups. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous rater en Stableford, vous avez le droit de faire des croix en compétition, c'est pas pénalisant parce que vous savez que sur d'autres trous, vous allez pouvoir récupérer beaucoup de points. Et moi, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite en fait quand j'étais en compétition et quand j'essayais de descendre mon classement pour passer mon diplôme d'enseignant, c'est que quand je jouais en compétition, j'essayais de trop me référer par rapport au par. Du coup, j'étais là, j'ai fait 2 croix sur le parcours, c'est mort, bon bah j'ai plus de points. Mais en fait non, c'est complètement faux. Parce que vous savez très bien qu'il suffit d'un par sur un trou alors que vous avez 2 coups rendus ou 3 coups rendus dessus bah pour vous engranger le maximum de points sur le comptage en Stableford. Donc n'oubliez pas de compter en Stableford et ne vous focalisez pas trop sur le stroke play. Le stroke play, je dis souvent à mes élèves, c'est que le stroke play, on va y jouer quand on sera aux alentours de 10 et en dessous. Donc voilà, si vous n'êtes pas 10, évitez de vous focaliser sur du stroke play. Le stroke play, c'est la formule pure du golf, c'est la formule brute qui fait très mal au moral. Et c'est pas ce que vous jouez généralement en compétition. Donc n'oubliez pas que vous êtes en Stableford et que vous avez le droit de faire des croix. C'est autorisé, c'est pas horrible de faire des croix, ça arrive à tout le monde. Donc n'oubliez pas, vous êtes en Stableford les amis, ne vous référez pas au stroke play. 5e ou 6e point, je sais même plus sur lequel on est d'ailleurs, je crois que c'est le 5e point, qui rejoint d'ailleurs le point précédent, c'est éviter d'essayer de vous rattraper parce que vous avez fait une croix justement. Ça c'est le truc qui arrive très souvent, c'est voilà, vous êtes au trou numéro 5, tout s'est bien passé du 1 au 5, vous étiez serein, vous étiez dans votre plan de jeu et là d'un coup, bam, vous faites une croix, vous faites quadruple bogey, c'est fini, vous vous dites que bon bah ma carte est foutue, il faut absolument que je fasse le par au prochain trou alors que c'était pas établi dans votre plan de jeu. Ça c'est une erreur que j'ai beaucoup faite aussi en compétition et que j'ai envie de vous transmettre, c'est voilà. Si vous, comme je vous ai dit, vous avez le droit de faire des croix, mais évitez surtout de vous dire qu'il faut absolument que vous rattrapiez ce point que vous avez perdu parce que c'était pas dans votre plan de jeu et qu'il faut absolument voilà surjouer parce qu'en fait le problème c'est que quand on essaye de rattraper ces trous précédents qu'on a perdus, on essaye forcément de surjouer son niveau de golf et quand on essaie de surjouer son niveau de golf, vous savez très bien ce qui se passe la plupart du temps, c'est la catastrophe. Après une croix, après un double, après un triple bogey, évitez de vous dire qu'il faut absolument de rattraper voilà, ce trou perdu en essayant de surjouer et en essayant de sortir le driver alors que c'était pas prévu à la base sur ce trou et que vous vous autorisez normalement un bogey ou un double et que vous étiez finalement prêt à sortir le driver pour sortir un par pour pouvoir engendrer plus de points Stableford. C'est pas le but. Vous avez le droit, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de rater et c'est pas pour autant que vous devez essayer de rattraper, de surjouer pour pouvoir rattraper les points perdus. C'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Un 18 trous, c'est long. Vous avez d'autres trous. Donc suivez quand même le plan de jeu global que vous êtes mis dans la tête à la base. 6e point qui m'est beaucoup arrivé en compétition, c'est d'essayer de sortir des hero shots. Alors les hero shots, c'est quoi? Les hero shots, c'est voilà, je suis sous les arbres, il me reste 175 mètres pour le green. Il y a de l'eau devant le green, il faut que je tape un fade en balle basse pour sortir des arbres et qu'elle cut beaucoup avec un angle de 30 degrés de curve de gauche à droite avec de l'eau et il faut que je la carry jusqu'au green. Enfin voilà. Les hero shots, c'est le genre de shots qui sont quasiment impossibles à part pour les meilleurs joueurs du monde. Et voilà, évitez en fait
toute tentative de héroïsme sur un parcours parce que généralement, vous savez ce qui se passe. Il y a la grosse gratte, la grosse top qui vous met dans la panade, vous prenez l'arbre en face et c'est fini généralement, quoi. Encore une fois, vous avez le droit de rater vos coups. C'est pas grave si vous êtes égaré. N'essayez pas de rattraper le mauvais coup que vous avez effectué précédemment et essayez de vous recentrer, quoi. N'essayez surtout pas les hero shots en compétition. Les hero shots, c'est réservé pour les parties fun avec les poteaux. Donc compétition égale, on essaie de scorer, on est mentalement prêt à accepter les mauvais shots et à se recentrer si besoin. Hero shot égale foirage, égale contre l'arbre, égale balle qui retourne en arrière, ou balle perdue, ou balle hors limite et le trou est foutu. D'ailleurs, petite astuce qui peut peut-être vous aider à prendre le bon choix quand vous avez un choix difficile à faire sur un coup. Moi, je me réfère beaucoup à la météo intérieur, c'est-à-dire que je me raisonne un petit peu en termes de probabilité, c'est-à-dire que quand je suis devant mon shot, je me dis, je m'autorise à faire un coup de golf uniquement si mon indice de confiance de météo intérieur, je sens que j'ai 7 chances sur 10 de réussir le coup. Et ben j'y vais, sans hésitation. Si vous êtes en dessous de 7 sur 10 au niveau de la météo intérieure, vous ne faites pas votre coup. Pourquoi 7 sur 10? Il faut forcément que vous ayez un indice de confiance qui est élevé. Pourquoi? Parce que si vous êtes, admettons 5 sur 10, vous dites ok, j'ai 50% de chance de réussir le coup. Ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez vous mettre devant votre balle, déjà vous avez un coup difficile et donc si vous avez un coup difficile, votre cerveau va vous dire c'est chaud. Et si votre cerveau vous dit c'est chaud, il risque de ne pas accepter le coup et de ralentir, de faire une décélérette ou de trop accélérer et de faire n'importe quoi au final. Le fait d'avoir un indice de confiance élevé, ça va permettre au corps d'accepter le coup et d'y aller, voilà, d'y aller franchement et de croire en son coup. Parce que si vous ne croyez pas assez en votre coup, votre corps va le refuser. On sait tous ce que c'est, on connaît tous la gratasse parce qu'on a ralenti notre coup, ou la topette parce que voilà, on a voulu accélérer ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je peux vous donner cette petite astuce. Météo intérieur, note 7 sur 10 au-dessus, je tente le coup parce que du coup je suis prêt à le faire, j'ai la confiance nécessaire pour le faire. Si je suis en dessous de 7 sur 10, je ne fais pas le coup parce que je sais que mon corps va le refuser la plupart du temps. Prochain point, la technique, c'est fini. Alors, pourquoi je vous dis que la technique c'est fini, et d'ailleurs pas que en compétition mais sur un parcours globalement, on sait tous comment on est en tant que golfeur, on veut trop se rattacher à la technique quand il n'y a plus rien qui va sur un parcours. Me dites pas le contraire, quand rien ne va, on se dit ah il s'est passé quelque chose à la montée, il s'est passé quelque chose à descente, j'ai senti mes mains, blablabla, qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est du bullshit. La plupart du temps, c'est pas la technique qui foire sur un parcours ou en compétition, c'est un manque d'intention claire pour l'esprit. Combien de fois ça m'est arrivé, et je pense à vous aussi, de voir quelqu'un avec un swing mais qui ressemble à rien du tout, mais ça passe nickel sur un parcours. Comment vous l'expliquez en fait ça? C'est juste la force de l'intention et de la focalisation mentale. Quelqu'un qui est mentalement focalisé sur envoyer la balle quelque part sera toujours meilleur qu'un swing parfait mais qui n'a aucune focalisation et qui se la joue ultra technique sur un parcours. Enfin, personnellement, j'en suis persuadé. Quand vous êtes sur un parcours, les amis, je le répéterai jamais assez, mais ne vous rattachez pas à la technique parce que votre coup a été raté. La plupart du temps, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de focalisation, c'est un problème de projection mentale par rapport à quelque chose de clair, à un objectif clair dans votre golf, et la technique a très peu de choses à voir là-dedans. D'autant que généralement, c'est plus le temps. Voilà, la technique, c'est sur le practice, c'est avec votre coach, mais c'est pas sur un parcours de golf et surtout pas quand vous êtes en compétition. Ce qui peut beaucoup vous aider à éviter de penser à cette technique et à vous recentrer en fait sur le moment présent, parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup sur le parcours, c'est que je m'évade mentalement, je pars très très loin et je suis plus trop en fait ancré sur ce qui se passe dans le moment présent. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais du coup, je me suis beaucoup recentrer personnellement sur la respiration. N'hésitez pas en fait quand vous sentez que votre esprit commence à divaguer sur autre chose que sur le moment présent, parce que généralement c'est ce qui manque à la plupart des personnes quand ils sont sur un parcours et en compétition, c'est de rester sur le moment présent et de pas partir ailleurs dans leur tête à penser à ci, à ça. Moi ce que je vous conseille c'est la respiration de cette façon. La respiration c'est quand même quelque chose qui est pour moi assez important et qui peut vous aider dans le golf, déjà pour descendre votre niveau de stress et comme je vous l'ai dit, pour retourner au moment présent. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de la respiration qui ressemble un peu à ce qu'on peut apprendre en respiration de yoga ou de pilates. Mais en gros, c'est une respiration, en fait, vous allez prendre une grande inspiration par les narines en gonflant au maximum votre ventre et ensuite, on expire et on resserre le ventre à fond. En gros, ça ressemble à ça. Je vous fais un petit exemple comme ça, mais là, je suis là. Je gonfle mon ventre au maximum et après
j'expire par la bouche et mon ventre commence à rentrer. Voilà, si ça peut vous aider quand vous commencez à sentir que vous êtes ultra stressé sur le départ du 1 par exemple, ou quand vous commencez à divaguer dans votre tête sur la technique ou quoi que ce soit, concentrez-vous sur votre respiration pour revenir au moment présent et n'hésitez pas à faire ce type de respiration 3 à 5 fois, ça va vous prendre, allez, grosso modo 40 secondes. Et ça va vous faire du bien. Prochain point que j'ai envie de vous aborder, c'est la nutrition sur un parcours de golf et pendant une compétition. On n'en parle pas souvent, c'est vrai, de comment on peut se nourrir sur un parcours pour que ça soit efficace. Moi, ça m'arrivait très souvent à l'époque quand j'en faisais, c'était de sentir un gros coup de pompe, par exemple quand j'étais à la fin de l'allée et ensuite au milieu du 14-15, je commençais à m'écrouler, quoi. Pas vous quand on commençait à vous écrouler, mais j'avais vraiment, on va dire, 2 gros coups de pompe sur un 18 trous. Et quand vous avez des gros coups de pompe, c'est un peu compliqué de garder l'intensité de concentration que vous pouvez avoir quand vous êtes à 100%. Du coup, moi, en fait, quand j'allais sur un parcours en compétition, j'évitais tout ce qui était gras saturé, grosses protéines ou glucides lents. C'est-à-dire qu'en gros, j'évitais les casse-dalles, style sandwich, jambon, beurre, fromage, avant d'aller en compétition, parce que ça te mettait un coup dans le bide et c'était chaud à digérer. Et je sentais que j'avais plus le peps que j'aurais pu avoir en fait avant. Donc ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, partir avec un sandwich jambon beurre fromage ou enfin un sandwich quoi, tout simplement sur une compétition. Mais je trouve que c'est pas forcément, disons, la meilleure alimentation qu'on pourrait avoir sur un parcours de golf pour pouvoir garder une intensité de concentration. Alors par contre, je suis pas du tout nutritionniste, hein. S'il y en a qui sont nutritionnistes parmi vous ou diététiciens et qui s'y connaissent bien, vous pouvez me reprendre si j'ai tort, parce que ce que je vais vous dire, c'est peut-être du bullshit. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça et voilà, je fais quand même pas mal de sport à côté, tout ce qui est entretien physique. Donc voilà, ce que je vais vous apprêter à vous dire, c'est peut-être du bullshit ou peut-être pas, à prendre avec des pincettes. Alors pourquoi je prenais pas en fait de sandwich pour aller sur un parcours? Parce qu'en fait, sandwich c'est quoi? Le jambon c'est des protéines, le fromage c'est des lipides, le pain c'est des glucides à indice glycémique bas, le beurre c'est du gras saturé. Donc en gros, ça vous apporte pas grand chose au niveau de votre nutrition sur un parcours, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez lourd à digérer et ça vous fournit pas de l'énergie instantanément dont vous avez besoin. Moi, ce que je privilégiais, c'était des produits avec un indice glycémique élevé qui permettaient en fait d'assimiler rapidement un taux de sucre dans votre corps quand vous aviez un coup de pompe, et ce qui vous permet de booster en fait votre glycémie et donc d'avoir un sursaut d'énergie et dans votre golf. Donc en gros, je privilégiais tout ce qui était banane assez mûre. Voilà, j'évitais ce qui était banane par exemple verte ou jaune. Je prenais des bananes qui commençaient à être bien mûres. Je prenais beaucoup de fruits secs, tout ce qui était abricots, des pruneaux et des oléagineux, donc amandes, raisins secs, noix de cajou, tout ce qui était fruits secs quoi. Et au niveau de la boisson, ce que je prenais, c'était de l'eau minérale avec un peu de sirop de menthe tout simplement, et j'évitais tout ce qui était soda parce que voilà, c'était un peu too much au niveau du sucre qui était déjà fourni par le reste. Donc voilà, encore une fois, je suis pas nutritionniste, ce que j'ai dit c'est mes propres recherches, mes propres connaissances qui sont peut-être erronées, donc n'hésitez pas, s'il y a des nutritionnistes ou des diététiciens comme je l'ai dit, de me faire part de vos commentaires et de me dire si ce que j'ai fait était pas si mal. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait absolument que j'évite de manger quand j'avais le coup de pompe. C'est-à-dire que la plupart des gens en fait se sentent fatigués et commencent à prendre quelque chose pour se remettre bien d'aplomb. Mais en fait, c'est déjà trop tard généralement pour l'organisme. Du coup, pour éviter ça, pour éviter tout ce qui était coup de pompe, ce que je faisais, c'était que tous les 2 trous, 2-3 gorgées d'eau, une petite poignée de fruits secs, un petit croc de banane pour éviter les coups de pompe qui arrivaient après. Et je faisais ça tous les 2-3 trous. Et finalement, j'avais pas de coup de pompe et je me sentais bien et j'avais pas cette perte d'énergie que je pouvais ressentir sur les parcours. Donc voilà, si c'est un petit tips qui peut vous aider pour éviter tout ce qui est coup de fatigue sur un parcours et pouvoir tenir les 18 trous avec la même intensité de concentration que sur le départ du 1, moi, je peux vous inviter à faire ça. Et dernier conseil que j'avais envie de vous donner pour les compétitions, c'est prenez du plaisir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que combien de fois ça m'est arrivé de vouloir jeter un club de golf ou de me barrer de la compétition parce que du coup je jouais super mal et à cause de ça en fait je prenais pas de plaisir et ça me gâchait ma journée, ça me gâchait tout simplement mon parcours de golf et ma compétition, alors que à la base on est tous venus
au golf pour se faire plaisir. Et parfois, quand on est sous stress, comme en compétition, on oublie ce plaisir. Et ça, c'est quand même dommage. On se met un tel niveau d'exigence et un tel niveau de pression qu'on oublie pourquoi on est venu au golf à la base. Et ça, je trouve ça relativement dommage. Je sais que c'est difficile parfois de prendre plaisir quand on joue mal, mais il faut pas oublier quand même que le golf, c'est un jeu qu'on oublie trop souvent généralement, surtout que quand on est en compétition. Et j'aimerais juste vous rappeler que à la base, vous êtes venu pour vous faire plaisir dans ce sport qui est fantastique et qui réunit toutes les générations. Donc même si vous ratez votre compétition, même si vous avez passé un 18 trous horrible, n'oubliez pas quand même que vous avez la chance de pratiquer ce sport et que vous avez le droit de vous faire plaisir. C'est même pas un droit, c'est un devoir en tant que golfeur de se rendre compte de la chance qu'on a d'être sur un parcours de golf et de prendre tout simplement notre kiff. Sur ce, je vous dis tout simplement à la prochaine les golfiteurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, j'ai juste à vous souhaiter une bonne saison de reprise de compétition ou de compétition, de début de compétition pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!